Donc là, on est en début juillet 2006 et on décide de tourner l'exécution du professeur Burgonde, donc dans un parc public à Buc, un endroit où on ne peut pas accéder en fait avec des transports en commun. Donc on devait ramener beaucoup de monde en voiture, du monde qui devait faire évidemment la foule qui assiste à l'exécution et après qui se transforme en panou-panou. On a choisi le parc de Buc déjà pour une première raison, qui est très joli, il est très bien, il y a beaucoup de place dedans, mais aussi parce qu'il y a un joli panneau à l'entrée qui nous indique qu'on a le droit de tourner des films amateurs dedans. Et on en a beaucoup profité, aussi bien nous pour France 5 que Rudy pour Damned. D'ailleurs, on a fait une petite scène avec eux qui est assez rigolote. Et bien aujourd'hui, il y a 2 tournages. Et le tournage Damned et un tournage France 5 et ça va être le bordel. On squatte les mêmes lieux. Invocation de panneau. Non, moi je veux les invoquer. Et puis après, lui il dit « Ah non, pas encore !» Non, c'est moi qui les invoque, les panneaux. On voit justement Rudy et Clémence en personnage de Damned venir casser la gueule à des panous et justement on a Black et Pink qui va dire « Non mais dites donc, ils sont à nous ceux-là, ça va pas la tête !» 1, 2, 3. Vous les touchez pas, vous les cassez pas, ils sont à nous. Et effectivement, il y a un côté à la fois un peu champêtre, il y a des arbres, des champs, puis il y a aussi des genres de bâtiments, de petites sculptures un peu particulières. Il y a un genre de Porsche et de Belvédère qui nous ont beaucoup servi pour les scènes de Burgonde. Je suis vraiment désolé pour les textes au dernier moment, Ouais. ça ne se reproduira plus. C'est bien. J'aime autant. Ah mais on s'est tellement démené pour trouver du monde en fait qu'on a oublié le reste quoi. Bah oui. On verra bien ce que ça donne. Attends, il n'y a pas beaucoup de trucs. Non, ça va aller. Mais c'est pas une raison. C'est un portable. Mais qu'est-ce qui se passe? Le panneau doit prendre soin, comme dans le roman de Napoléon, là, de ses affaires. L'Empire Lexos n'est plus ce qu'il était. Les simples soldats doivent repriser leurs chaussures. La chose dont je me souviens, c'est qu'il fallait réussir à donner une impression de foule alors qu'on n'avait pas énormément de figurants et qu'on a dû tricher. D'ailleurs, si on regarde bien sur les images, on se rend compte que les mêmes personnes, les mêmes figurants reviennent plusieurs fois. J'imagine que c'était fait par compositing. Mais il y en a du monde. Tu respectes pas. Émilie, je prends. Comme du théâtre un peu. Concentré. Action. Faut pas bouger le corps excessivement parce qu'on est fixé sur ce qui se passe et on se regarde. Oui, j'ai coupé une scène à ce moment-là parce que en fait toute l'exécution de Burgonde prenait déjà beaucoup de temps dans l'épisode et il y avait un moment qui n'était pas très réussi. On avait essayé de tourner un moment de suspense où un panou allait découvrir que Margarine était infiltrée parmi les badauds. Donc du coup le panou s'approche de Margarine, commence à observer le fait qu'elle n'est pas normale, elle a un masque de robot, donc avec son arme il essaye d'enlever la capuche et à ce moment-là Zakharal arrive et donc ça fait diversion, les gens acclament Zakharal et ouf, voilà, le suspense retombe. Mais ça marchait pas des masses et ouais, j'ai pensé que c'était mieux d'avancer un peu plus vite déjà que ça traînait un peu en longueur. Vous venez souvent par ici? Par ici, on rencontre vraiment des jeunes filles charmantes, regardez. Oui, c'est vrai que vous dansez très bien. Ah, merci, merci. Il y avait tellement de monde à emmener déjà qu'on pouvait pas emmener à la fois tous les badauds, tous les spectateurs de l'exécution et emmener aussi les généraux avec leurs costumes, parce que leurs costumes prennent plein de place dans les bagnoles. Donc on a décidé de tourner d'abord le chant, c'est-à-dire ce que voit Zakharal, et chaque fois qu'on voit Zakharal de dos, en fait c'est Fred qui joue ce rôle, qui remplace Matt. Je joue la main, oui c'est moi là. C'est un peu plus gras du coup que Matt. Et ensuite, 2 mois plus tard, en septembre, on a tourné le contre-champ, c'est-à-dire ce que voit les France 5, l'exécution du professeur Burgonde. Et donc j'espère que ça se voit pas trop, mais à aucun moment sur le tournage, on a eu à la fois les France 5 et les méchants sur cette scène. En général, on s'est vu déjà on répète, ou on discute bien avec le réal de comment ça se passe et voilà, on imagine ce
ce qui se passe en face, il y a quelqu'un qui donne la réplique et on imagine que c'est celui qui devrait être à sa place. Ce jour-là, on a aussi tourné une scène qui n'est pas dans le film au final. En fait, il se trouve que dans la première version du scénario, les France 5, une fois transformés, redevenaient en civil parce que Concrelax avait un artefact pour leur faire perdre leur costume. C'était la première version du scénario et c'était celle qu'on avait à ce moment-là. Seulement, Yellow Baguette partait habiter au Japon pour des années et des années. On ne savait pas quand est-ce qu'il pourrait revenir. Donc, en prévision des tournages futurs où les France 5 redevenaient civils, on a tourné une scène où effectivement, on a Yellow Baguette en version costume qui redevient Yellow Baguette normale. Donc, Tianan est venu, a mis le costume juste pour ça, il est venu rien que pour ça, ce jour-là. Et au final, ça n'a servi à rien parce que le scénario a beaucoup évolué au fur et à mesure du tournage et on a complètement abandonné cette idée des France 5 qui redevenaient en civil en plein milieu du combat. Buck, pour moi, personnellement, le plus grand souvenir, c'est un coup de soleil. Notamment des coups de soleil autour des pansements, puisqu'on avait des figurants qui faisaient les éclopés. Ils étaient pendant des heures au soleil et au moment de retirer les bandages, on a eu les très mauvaise surprise de voir que certains se sont retrouvés avec des marques blanches sur leur corps cramoisi. Des coups de soleil à travers les bandages, donc des espèces de bronzage horribles, ouais effectivement. On n'en a pas été conscient sur le coup parce qu'on était vraiment dans le tournage. Mais quand ça s'est arrêté, ouais, on aurait dû, avec le recul, on aurait dû mettre de la crème solaire, des trucs comme ça. Parce que... Je pense que ça a dû être sympa à assumer pour eux la semaine qui a suivi dans leur vie sociale. On a fini! Donc revenons un petit peu en arrière. Quelques mois auparavant, on a tourné une scène du 6. C'est pour cela évidemment que je voulais pas la montrer tout de suite dans le making-of. J'attendais que le 6 soit terminé pour pas trop spoiler. Donc c'est la scène avec Wargarine et le professeur qui s'enfuient. Ensuite, il y a Tidor qui arrive devant le mur. Il cherche en fait une ouverture. Donc il appuie un peu partout pour trouver où est-ce qu'est l'interrupteur. Et pendant ce temps, tu le protèges encore. J'ai vraiment des bons souvenirs de cette scène. C'est la première fois qu'on découvrait un petit peu le costume qu'avait fabriqué Olivier pour Wargarine. En plus, c'était la seconde forme qu'on découvrait. On n'avait pas encore vu la forme première, c'est-à-dire l'espèce d'énorme armure qu'il allait construire plusieurs mois plus tard. Les inspirations m'étaient venues de, je crois, du jeu Phantasy Star Online, je crois, c'est ça. Il y avait un personnage qui justement avait le bras qui s'ouvrait et dont un gun sortait. J'ai reconstruit en fait le backpack. C'est le taux de pénétration et les armes. Les armes uniquement pour la scène finale de Wargarine. Donc on a choisi de tourner dans un endroit assez dégagé avec des immeubles modernes. C'est qu'il y avait un endroit assez particulier avec un petit espace ouvert dans le mur qui pouvait nous permettre de fabriquer donc l'entrée secrète du professeur. C'était évidemment la clé de la scène. Pour que la scène marche, il fallait qu'il y ait une entrée secrète dans un mur. En fait, je voulais pas qu'on se contente simplement de plaquer sur un mur une porte. Je voulais vraiment qu'on voit le professeur rentrer pour que ça ait l'air un peu réaliste. Et donc c'est pour ça que ce lieu était parfait. Je me souviens d'une ambiance assez cool ce jour-là. Salut Sébastien, ça farte. Ce jour-là, il faisait très très beau. Le temps était magnifique et on était pile poil au bon moment de la journée, je crois vers 11h, où sur le sol se reflétaient toutes les vitres des immeubles aux alentours. Du coup, au niveau de l'image, je pense que c'est peut-être la scène de France 5-6 qui a la plus belle image en fait. Les couleurs sont magnifiques et c'est dû principalement au beau temps qu'on avait ce jour-là. Je me souviens aussi qu'on avait fait très attention au raccord lumière avec le professeur qui rentrait dans le passage secret. Et il se trouve que les gros plans du professeur qui dit « Margarine, non, dépêche-toi !» Ça, c'est pas tourné sur les lieux, c'est tourné à Guémoine. Donc il faut qu'on recrée la lumière du soleil. Alors pour ça, on a utilisé une mandarine, projecteur, en full power, réglé en spot pour avoir des ombres bien dures. Et voilà. Priorité de vous protéger. Allez-y sur moi, professeur. Impossible. Je ne peux pas le laisser là. Viens. Je ne peux pas le laisser là. Viens. Je ne peux pas le laisser là. Viens. 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 Pas question. Je ne peux pas te laisser là. Viens. C'était assez rigolo comme tournage. Moi, j'avais bien aimé justement le fait de faire un robot et tout. Puis c'était un peu une scène d'action. Je me suis habituée progressivement
ce costume de guerre. Toutes les 2 secondes, Margarine perdait des éléments, les agrafes volées, les trucs sautés. Il y avait Dico qui m'avait bien dirigé sur la façon de bouger et Alex aussi qui m'avait donné pas mal de conseils parce que je suis pas non plus une habituée des armes, avoir de gros canons à chaque bras et tout ça. Et comme toujours, dans ce genre de scène où on tourne en pleine ville, ce qui est compliqué, c'est gérer les gens autour. On est dans un lieu public, donc on peut pas empêcher les passants de passer, les badauds de bagnoder, les enfants de courir devant la caméra, donc il faut réussir entre guillemets, à filmer entre les gouttes, c'est-à-dire à attendre que les mouvements de gens soient passés, tourner rapidement quand il y a un peu moins de monde, demander gentiment parfois si quelqu'un est dans le fond de l'écran, excusez-moi, est-ce que ça vous dérange pas de vous pousser un petit peu pour la scène. Voilà, donc en général ça se passe bien, mais c'est sûr que quand on arrive avec 5-6 panous en costume, Margarine et le professeur qui galopent dans la ville, ça attire évidemment tout de suite l'attention. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Et si tu veux casser en loose day, baby casse, baby casse, baby casse. Ensuite, on s'est attaqué au tournage suivant sur notre planning, qui était le combat de Red et Zakaral sur les toits de Paris. L'idée du toit, elle vient tout simplement qu'on voulait quelque chose de différent pour ce combat. On avait fait des combats en ville, dans des clairières, dans des tunnels, dans des carrières même. Et là, on se disait, il nous faut quelque chose qu'on n'a jamais fait, le toit. Le toit, c'est grandiose, on voit Paris vu de haut. Ça nous semblait vraiment parfait pour faire le grand combat final entre Red et son ennemi juré, Zakaral. Je me souviens du tournage sur le toit de Daniel, c'était assez épique. Oui, il y avait un côté, il fallait vraiment accéder à cet endroit de manière presque clandestine. Et je me souviens qu'on avait toujours peur que quelqu'un passe par-dessus, parce que c'est quand même assez haut, on tournait au bord. Je me souviens juste de la sensation vertigineuse quand on regardait en bas. C'était assez, c'était assez impressionnant. Fallait pas faire de bêtises ce jour-là. On était sur ce toit qui était quand même vraiment pas large. J'avais qu'une peur, c'est qu'il y en a un qui fasse une cabriole et qui passe par-dessus le parapet. On était sur le toit de chez Camouille, Blue Accordéon dans France 5. Et forcément, il y a eu une voisine qui nous a vus, puisqu'il y avait quand même Zakaral qui ne passe pas inaperçu, et qui s'est bien demandé mais qu'est-ce qu'on était en train de faire sur le toit de l'immeuble. Donc on lui expliquait non mais c'est un tournage. Et aussi bien Matt qu'Aurélien, qui double Red à ce moment-là, ont pas forcément beaucoup d'expérience avec des armes, des props qui sont censés imiter des armes blanches. Alors c'est la première fois que je prenais le rôle de Red Fromage, donc là effectivement se glisser dans le costume de Red, non pas juste pour faire des acrobaties, mais effectivement pour incarner le personnage de Red. Il fallait à la fois les coacher, les mettre bien à l'aise, leur demander d'avoir à la fois de la prestance et pas avoir du vertige. En même temps, c'était assez rigolo comme scène. Pour les blocages, c'est un coup comme ça, à passer, un tranchant au pied. Alors bien sûr, ça n'a pas loupé. Les armes, elles sont en bois et quand les cognes, ça casse. Et bing, pendant une répétition, même pas pendant une prise, pendant une répétition, Zakaral pète son arme contre l'épée de Red. Et du coup, il a fallu improviser, trouver des solutions rapidement. Faudrait qu'on la colle. T'as une suggestion, toi, colle à bois, un truc rapide en fait pour qu'on puisse terminer la scène avec. On a absolument rien ici. Est-ce que tu penses que tu pourras te déplacer avec de la colle ou des trucs dans le genre? Ça c'est du latte, donc avec de la superglue ça ne marchera pas. Ok, d'accord. Bon, on n'a pas de néoprène ici, il faut que quelqu'un aille en chercher. Pas de soucis. Bon, je te remercie, je te dis à plus tard. Bye. Ouais, on va essayer. Bon, faut que tu aies chopé la néoprène assez vite, il va falloir compter environ 10-20 minutes pour réparer l'arme. Il fallait également tourner, pour finir la scène, le moment où Zakaral tombe dans le vide avec Red qui tombe avec lui. En fait, pour faire ça, on avait tenté d'abord une solution, c'était de mettre Zakaral et Red dans une bagnole à toit ouvrant et de filmer de travers en se disant, avec le défilement derrière, on aura l'impression qu'ils sont en train de tomber. Et ça va défiler tellement vite qu'on verra pas que c'est vu de côté en fait. On verra des fenêtres d'immeubles et ça donnera l'illusion qu'ils sont en train de tomber. Bon, c'était raté, c'était impossible de filmer proprement en fait de côté comme ça, vu de loin, parce qu'il fallait que ce soit une très longue focale pour que ça marche. Donc on a laissé tomber l'idée, puis heureusement on avait amené un petit fond vert avec nous, un petit drap vert, donc on a tourné ça tout simplement sur le parking comme ça avec un drap vert pour faire la scène de Zakaral qui chute dans le vide. Attention,
Messieurs, dames, Monsieur Red. Tue les Akara. Comme tous les petits-enfants, on rêve d'être des super-héros, surtout quand on fait de la gym, quand on est gamin, parce que voilà, on saute partout, on fait plein d'acrobaties. On rêve toujours d'être un super-héros, et là, j'ai eu la chance de devenir un super-héros, d'être dans le costume du super-héros, et là, effectivement, ça me rappelle des petits souvenirs de petits garçons, et c'est un petit peu comme si on avait réalisé un rêve, donc c'est vraiment très sympa. Et la hauteur, la perspective qu'on avait sur les toits de Paris, ça donnait quand même quelque chose d'assez magique, voilà. Ouais, c'est vrai que Ishtobi en agonie, comment dire, effectivement, la première fois qu'on a vu le costume d'Ishtobi habillé de manière un petit peu extravagante, on s'est dit, ouais, je sais pas ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, moi je suis pas déçu du choix. Ishtobi en agonie, ça passe plutôt pas mal. Hein. Agonie devait être d'abord jouée par une fille, et finalement c'est Ishitobi qui a endossé le rôle. C'est assez intéressant parce que finalement c'est le personnage qui a le plus évolué au fur et à mesure des réunions et de l'avancée du tournage. J'étais très content qu'Ishitobi participe au projet parce que je suis fan des romanesques, donc c'était depuis très longtemps, donc c'est vrai quand j'ai su qu'il allait sans doute intervenir, j'étais particulièrement ravi, et en plus je trouve que il correspondait particulièrement à l'idée, en tout cas, qu'on se faisait du personnage à l'époque. Ce côté un peu androgyne, précieux et en même temps très froid. Et il a particulièrement bien fait. Dès qu'il était devant la caméra, j'étais vraiment très fan de sa manière de jouer, qui est très japonaise aussi quand même dans l'approche, et enfin voilà, il y avait vraiment un côté, c'est vraiment du Sentai, et c'est du Sentai et en même temps c'est particulier, voilà, il met sa personnalité dans le rôle, et ça donne agonie, quoi, voilà. Et on s'est retrouvés chez lui un soir, parce qu'il a une très vaste garde-robe personnelle, pour voir ce qu'on allait faire nous, pour qu'il essaye ce qu'avait déjà fait Olivier, et voir un petit peu ce qu'il avait dans sa garde-robe, qui pouvait aller... Pour le personnage de Warcry, au départ, on pensait faire tourner une amie qui finalement n'a pas trop pu participer. Et il nous fallait remplir le rôle de la fille de Warduke, c'était un peu compliqué. On a dû passer des castings, on a dû faire passer des castings. Il est mort en brave, mais il est mort de leur main. Alors ils connaîtront la... Ah. Zut, j'étais bien partie. Vous m'avez appris le noble art du carnage, et je compte me montrer digne de vos leçons pour punir vos meurtriers. À la manière Warduke. Et finalement, on a trouvé une personne, donc on a trouvé Lena au bout de... Je crois que c'était la 3e personne qu'on avait castée. Et je crois qu'elle a fait une école de gym ou quelque chose dans ce goût-là. Et finalement, elle se bat plutôt pas mal, hein. Ça rend très bien. Elle est costaud, juste ce qu'il faut, elle se bat bien, elle tape fort. Jean-Marc a bien aimé se battre avec elle. Bam! Ouais, franchement, Lena comme partenaire, c'est exactement ce qu'il faut. Elle bouge bien, elle cogne dur. Là aussi, une fois de plus, le combat, enfin une chorégraphie, ça se fait à deux. Et là, justement, on était deux pour le faire. Non, je regarde pas. Boum! Mais putain! Franchement. Mais fais un sport d'arts martiaux, quoi. Ouais, faisons, là, tu perds du temps, là. Là, ça va pas du tout. Le truc, c'est que comme tu lances bien, mais comme t'es pas basse sur ta jambe avant, c'est ça qui te fait perdre l'équilibre. Donc descends un petit peu plus sur ta jambe avant. Vas-y, maintenant, lance aussi fort. Bam, tu vois, tu te balades pas autant. Voilà. Autre chose aussi, quand ta garde, c'est une idée comme ça.
mais elle te sert d'appui sur l'air. Ça veut rien dire, puisque l'air, tu peux pas t'appuyer dessus. Mais tu penses que quand tu fais quelque chose, comme tes bras, ils sont là, ils te servent. Alors là, c'est quand même la première fois que vous mettez le costume. Et oui, et Non, Je crois qu'on a un problème. peut-être le tissu un peu plus. Aujourd'hui, c'est le tournage de la scène de flashback avec Warduke et sa fille, où on voit la manière brutale dont il l'entraînait. Et c'est aussi le premier jour de tournage de Lena qui interprète le rôle de Lady Warcry. Donc on vient de voir le costume et c'est juste hallucinant, il est vraiment beau quoi. Les armures et tout, super détaillé. Alors c'était très bien, il me semble qu'il faisait beau ce jour-là. Donc oui, nous étions à Vincennes dans une espèce de grotte. Ce petit côté là qui fait comme une espèce de mini-grotte. Après bien sûr il y a toute la post-prod qui rend ce côté autre planète. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui est idéal pour les tournages. Donc là vraiment je nous félicite. Alors là je filme la différence des jambières. Voilà, les premières jambières, 5 ans plus tôt. Voilà, 5 ans plus tard. Ah, bravo. Eh oui, t'es arrivé trop tôt. C'est tout ce que tu trouves à dire. C'est passé une première fois qu'il fait ça. Parce que C'est chaud. C'est du durci en fait. C'était cool parce que j'adore toutes les parties combat. Et donc ouais, avec Joub, je me souviens, on avait fait des entraînements, il m'avait montré les enchaînements et comment mettre les coups de poing, comment mettre les coups de pied, comment tourner ma hanche, ce genre de choses. C'était vraiment une de mes parties préférées. C'était quand même assez intense, mais puis je sais pas, j'aimais bien, il y avait vraiment une bonne ambiance, j'ai pas trouvé ça très dur. À part peut-être le truc c'est que je souris beaucoup, donc du coup, quand il faut être... Et en fait c'était pas terrible. Ok, bon pour moi c'est bon. Tant que tu ne sauras pas arracher une colonne vertébrale avec tes dents, tu ne mérites pas d'être ma fille. Toute l'équipe est fan de robots. Donc quand on leur dit, voilà, ce petit robot tout gentil va devenir une machine de guerre, tout le monde a fait oui. Il va donc balancer un mot spécial, genre mieux vaut mourir debout que vivre à l'eau rose. Voilà. Ouais, c'est bien ça. À ce moment-là, et à ce moment-là, que fait Margarine? Mode combat, tuer. Faut couvrir le but des deux. Les dos qui tombent, etc. Des trous dans les murs, les gens dans les panneaux. Elle devient donc Wargarine. Ah. Voilà, elle a un canon à dans son bras. Elle tue des gens. Merci, Piou. Alors, si sur le design, on avait juste un flingue, en fait un canon sur le bras, Olivier Martin a pris le projet un peu à cœur, le projet à bras-le-corps, et il a voulu faire beaucoup plus. C'était la scène où normalement tout devait exploser, donc il fallait vraiment que ça en jette et que l'adversaire en face soit totalement explosé. Donc il s'est lancé dans un délire de fabrication de dizaines de petites pièces, d'armes, et il a fait un espèce de scénario de ce que devrait faire Wargarine pendant la scène. Donc il est venu en m'expliquant, alors d'abord elle fait ça, ensuite elle sort ce flingue, après hop, il se passe ci, il se passe ça. Il avait absolument tout planifié, j'étais épaté par la passion et l'énergie qu'il a mise dans cette entreprise de destruction guerrière et robotique. On avait l'armure qui s'ouvrait, j'étais à fond dans Predator, il faut dire, à cette époque-là aussi. On avait l'armure qui s'ouvrait et qui avait des disques qui se déployaient pour ensuite qu'elle puisse les lancer à ses adversaires. Il fallait vraiment qu'il y ait une scène d'action pure robot. J'avais les pieds en mousse, j'avais tout l'équipement, je pouvais absolument pas bouger, je pouvais pas m'asseoir. Je me rappelle de quelqu'un qui s'était mis derrière moi pour que je m'assoie parce que j'avais mal aux jambes en fait.
ouais, il y avait un truc que j'expérimente pas sur les productions, c'est l'ennui. Quelque part, quand tu attends et tu fais, il faut pas parler, ça tourne. On est à côté, il faut pas parler. Et ça peut durer un moment. Extraordinaire. Il y en a des tâches. Nickel. Donc je tue des concombres transgéniques. Hein. C'est toujours un plaisir de voir pour la première fois un nouveau costume. On en a eu un hier, on en a un deuxième aujourd'hui. C'est vraiment cool, quoi. Mais quand je suis sur mes prods, je fais la réa, donc je suis dedans du début à la fin. Il n'y a qu'à la fin où je peux me liquéfier et dire voilà, j'ai fini la journée, quoi. J'ai pas de pause. Donc là j'ai découvert les pauses. C'était waouh. Donc là, il y a 3 charges. Il y a 2 charges de poudre noire, plus une charge Airbus qui fait les étincelles blanches, et plus environ 2,5 litres d'essence. Là, il y a environ 1 litre d'essence. On n'a pas besoin de faire une explosion de plus de mètres, quoi. Donc ça suffit. Mon dernier produit sur la même ligne. Pas faire comme ça chez soi, non, c'est hyper important parce que des fois on veut faire des essais de produits, on veut essayer des trucs et c'est là que les accidents arrivent, quoi. Mais c'était donc de l'essence, voilà, comme celle qu'on met dans la voiture, qui avait été mise dans des petits sachets pour justement faire les explosions autour de Wargarine. Et puis en plus avec le masque, je vois rien. En fait, je vois c'est orange, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est des trucs de bain-douche, quoi. Et je vois rien à travers. Et je vois tout qui explose et je bougeais plus. Je me dis, est-ce qu'il faut que je bouge? Et baisse ton canon doucement. Mais ne bouge pas, ne bouge surtout pas. Ok, bon c'est bon. Elle était belle, l'explosion. Allez, il n'y a pas de cœur qui palpite un peu trop, non? Comme j'avais de la buée sur les yeux, c'est vrai, c'était aussi bien que tu voyais rien en fait. Voilà, on a fini les explosions. C'était un gros stress parce qu'il y a plusieurs choses qui m'inquiétaient beaucoup. La première, c'est évidemment que quelqu'un soit blessé, même si on prend toutes les précautions et même plus nécessaires. La seconde chose qui m'inquiétait, c'est si quelqu'un venait attiré par la fumée et le bruit, parce que ça fait un boucan assez important, et surtout une énorme fumée noire quoi, qui sortait des tunnels. Voilà, on a terminé le tournage de la scène de Wargarine, on l'a terminé dans la douleur, parce qu'on a pété la caméra. Ça ne nous était jamais arrivé sur France 5. C'est quand on a lancé l'arme et qu'elle est tombée sur la caméra d'Alex. Et là, je me suis dit, ah, oups. Il est retombé pile dessus et ça a niqué le magnéto au niveau des cassettes. Donc c'est un gros souci pour nous, on a pu se démerder. Heureusement, on avait une autre caméra pour terminer le tournage, qui serait bon, donc peut-être un peu moins bonne qualité, mais qui nous a permis de finir quand même. Et les rushs sont bonnes. En tout cas, ça c'est le principal. Et puis tout le monde va bien et personne n'est blessé. Vous connaissez l'océan dans le chat? Ça commence comme ça. Hein. Ça va pas s'arrêter. On était en été 2005, les tournages avaient bien avancé, ça nous faisait plaisir de voir que ça commençait à prendre forme, mais on continuait à se réunir régulièrement parce qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. On est le 11 juillet et on est en train de voir exactement tout ce qui peut manquer potentiellement, que ce soit en costume, que ce soit en accessoires, nos finances. Donc par exemple, quelque chose qu'on devait faire en réunion, c'est trouver de l'argent pour pouvoir continuer à faire le film. Bien sûr, France 5, ça coûtait de l'argent, il fallait acheter des matériaux pour faire les costumes, les accessoires. J'ai fait un tableau avec tout ce qui a terminé pour telle ou telle date, et dedans on coche une case dès que c'est terminé. Ouais, ça sera le plus simple. Le truc, c'est qu'on n'a pas les dates encore pour les généraux. Il y avait des frais de bouche, hein, de la nourriture, de la régie. Il fallait se déplacer, c'était pas évident.
La philosophie derrière France 5, c'est qu'on ne voulait pas faire d'argent avec le film. C'est-à-dire que même pas faire des bénéfices pour refaire l'épisode d'après. C'est-à-dire que les cassettes et DVD étaient vendus à prix quasiment coûtant en convention. Il n'y avait pas de produits dérivés vraiment payants. Enfin, tous les bonus étaient sortis sur le site web pour que les gens puissent les télécharger, se faire leur propre truc. Voilà. Nous, on considère France 5 comme notre hobby, notre passion. Et comme il y a des gens qui ont des passions, qui leur demandent des investissements, le modélisme, des accessoires de sport, que sais-je, nous, voilà, on avait décidé que c'était nous qui financions le film et qui devions mettre la main à la poche pour faire les finances des épisodes, tout simplement. On faisait une quête aux possibilités des personnes suivant ce qu'elles pouvaient à ce moment-là. Bien sûr, il y en a qui travaillaient, d'autres qui étaient encore étudiants. Pour la collecte, c'est bon, quoi, tu me dis combien tu mets, puis on verra. Avec des niveaux de vie parfois très différents, donc c'était suivant les possibilités et le bon vouloir de chacun. Combien lâche-t-il? Je ne sais pas, il m'a dit qu'il me ferait un virement s'il n'arrive pas à venir. Un virement de combien? Je sais pas, 5 € peut-être. C'était aussi l'occasion de faire le point sur le film, tout simplement, donc en regardant les scènes déjà tournées, en voyant ce que ça donne, mais aussi en découvrant les nouvelles scènes qui étaient en train de se préparer, en découvrant les nouveaux accessoires qui venaient d'être terminés, en faisant la lecture des scénarios tous ensemble qui avaient été écrits. Black s'élançant dans les airs en préparant un coup de pied. Il s'agit de la boisson divine, fruit du labeur des hommes et juste la récompense du gourmet. Black reste en l'air et martèle la tête d'agonie de milliers de coups de pied ultra rapides. Tandis que l'on voit des images de pieds qui piétinent du raisin dans des fûts. Bien sûr, c'était l'occasion d'en discuter, puisque là, vous pouvez voir que les scénarios, les dialogues qu'on lit, sont finalement des fois assez différents dans la version finale du film. Ton piètre costume ne te sauvera pas, furie du larbin maltraité. Ah, c'est grandiose. Concrelac s'élance alors sur Yellow, mais à chaque attaque, celui-ci l'esquive puis contre-attaque de manière fulgurante. À chaque fois qu'Ancrelac recule, ne sait pas ce qui lui est arrivé et revient à la charge. Au fur et à mesure, on voit des images de patapins pétris. Il y avait aussi des réunions de crise, d'urgence, par exemple pour trouver un nouveau nom à la fille de Howard Hawks. En fait, on avait une actrice pour faire ce rôle, et le nom de ce personnage était donc basé sur son pseudo. Et quand elle n'a pas pu continuer le film et qu'on a dû changer et trouver une nouvelle actrice, on a dû aussi trouver un nouveau nom. Et trouver un nom, c'est pas du tout évident, et il a fallu qu'on s'y mette à plusieurs et qu'on réfléchisse beaucoup pour trouver quelque chose de bien. Alors, on aurait Ducaline, Despotine, Furiel, Furiel, ouais, avec un feu, Démoline, Barbariel, Barbarine. Mignon Barbarine. Barbarine, oui, c'est... Oui. Barbarine, je pense que c'était pas un super choix. Non, Lady Warcry, c'est très bien, finalement. La baronne coup de boule. Baroness Magma. Non, c'était les noms qu'on avait trouvés pour Gorlock à la base. Alex insistait sur Baron coup de boule, quoi. Le baron coup de boule, c'est... Moi j'aime bien, c'est sympa. Le baron coup de boule. T'avais trouvé d'autres petits trucs, J'ai juste trouvé Warcry, ça doit être un nom qui existe déjà aussi, mais... Ouais. Lady Warcry. Lady Warcry. On va sur Lady Warcry alors. Là, on se fait chier pour des costumes de généraux et tout. Mais Glou, il va devoir se battre, il faut qu'il soit un peu prestigieux. Alors là, il a un drap sale, des épaulettes antédiluviennes. Non, mais ça, il faudra qu'il se débarrasse de ça. Mais alors déjà, on n'est même pas d'accord de ce qui se passe quand il meurt. Enfin, quand il grandit, on sait pas à quoi il va ressembler. Moi, je le vois en énergie, lui, il se voit en animatronique, je sais pas quoi. Et donc, faire des réunions globales, ça n'empêchait pas que, à côté de ça, des groupes de personnes pouvaient se retrouver entre elles pour avancer sur leur domaine en particulier. Vous regardez quoi là, les gars? Du Sentai, évidemment. On a regardé précisément l'épisode de Deca Ranger où leur big boss est en train de se faire sans panou. J'ai jamais vu, il paraît que ça déchire. Je pense notamment aux martialistes, aux cascadeurs, aux gens responsables des combats, qui se retrouvaient notamment pour regarder des épisodes de Sentai, pour voir les chorégraphies, discuter de ce qui pourrait être possible. C'est grandiose. Rester dans le pur esprit Sentai, qui était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. On peut tous regarder les derniers épisodes de chaque série, parce que forcément ils sont tous les 5 contre quelques généraux en face, c'est ce qui est vraiment le plus propice, même si c'est pas ce qui est le plus impressionnant. Nous on aimerait bien faire quelque chose à la fois d'impressionnant et de très classique. Et aussi après sur le terrain pour s'entraîner, mettre en place des patterns, comme on disait, des combats tout simplement. Je suis en train de m'étirer pour m'échauffer avant la répétition des patterns de France 5 contre les panneaux. Donc autant être bien préparé. Donc je m'échauffe.
faut voir que pendant toute la période de production et de préparation de France 5, on se voyait avec un groupe de personnes très régulièrement, très souvent. Et mine de rien, ça fait bizarre quand ça s'arrête, quand on a l'habitude de voir des gens toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, de se tenir au courant, de faire « bon, ce coup-ci, on va chez toi, on ramène des chips, on discute de ci, de ça ». Avec toujours un peu de jeux vidéo en fin de soirée, enfin une ambiance très sympa. Mine de rien, vous faites ça pendant des années, ça façonne vraiment une partie de votre vie, et c'est un peu curieux quand il n'y a plus. Il s'agissait du dernier combat des France 5 contre les Panous. Après ce combat-là, il n'y avait plus de possibilité de faire mieux, ce serait Der. Et du coup, je me suis pris la tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit différent, que ce soit mieux, et en plus que ce soit fun ? Je regardais du Bioman tout seul, et tout d'un coup, je vois un combat où l'écran est splitté en deux. Par exemple, à gauche Pink, à droite Yellow, ils donnaient un coup en même temps, et ils faisaient des choses plus ou moins synchronisées et assez jolies sur les 2 écrans. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. J'ai toujours aimé les écrans splittés, et en plus, c'est Sentai, la preuve, c'est dans Bioman. Donc, on va faire ça, c'est sûr. Mais dans Bioman, c'était relativement simple. Il y avait 2 plans, ils étaient coupés en 2, puis c'est tout. Et je me disais, il faut qu'on aille plus loin. Ce que je cherchais absolument à faire, c'est quelque chose de suffisamment compliqué pour que le spectateur se demande, soit un petit peu intrigués et se disent mais comment ils ont fait, voilà. Donc j'avais deux modèles principaux, 3, donc il y avait Bioman en premier. Le deuxième c'était le clip de Gondry avec Sibomato, donc avec un écran splitté où il y a une image à l'endroit et une image à l'envers qui se rejoignent au milieu et où les 2 parties ont parfois des rapports un petit peu poétiques, avec par exemple un ventilateur d'un côté et puis de l'autre côté un sèche-cheveux ou ce genre de choses. Et un autre plan en écran splitté, c'était Les lois de l'attraction de Roger Avary, où à un moment donné, 2 personnages discutent au téléphone en écran splitté et en parlant, ils marchent chacun d'un côté et l'autre du campus et ils finissent par se retrouver et l'écran se rejoint. Et là, je me suis dit, putain, comment ils ont fait ? Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que l'écran se rejoigne à la fin. Mais en plus, il va se séparer au début pour que ce soit encore mieux. Et donc, on va aussi tourner certains plans de la même scène sous différents angles et ce sera splitté. Donc voilà, ça c'était l'objectif. Donc d'abord, on a fait des répétitions uniquement pour régler ce plan. Donc on a pris une partie des cascadeurs, je crois que même qu'il y avait Jean-Marc qui jouait le rôle de Red, parce qu'Aurélien ne pouvait pas venir ce jour-là. Et puis on s'est tous échauffés, on a tous répété. Il y a redondance, mais tout le monde était motivé. Je me rappelle de Nolwenn qui était super contente de s'entraîner physiquement. Et l'autre côté c'est pareil. Essaye pour l'autre. Je me souviens, on s'était donné rendez-vous le matin, relativement tôt à Gif. On était parti dans un tout petit parc à côté du château. Et en fait, on a passé toute la journée à répéter pour que ce soit correctement exécuté, qu'on ait bien nos marques, qu'on soit sûr de bien se recouper. L'idée, c'était pas vraiment d'entraîner les cascadeurs, mais plus de trouver les plans qu'on allait faire. Donc du coup, toute l'après-midi, on a cherché, on a fait différents essais, et à la fin, on avait quelque chose qui se tenait à peu près. Je me souviens qu'on s'était bien pris la tête, parce qu'il fallait qu'on se sépare, que les 2 caméras se séparent, mais qu'au final, on se retrouve tous sur la même image. Une fois que c'était prêt, j'ai encodé cette vidéo, je l'ai envoyée à tous les cascadeurs en leur disant « Voilà, regardez bien, c'est ça que vous allez faire ». On avait une idée, Alex avait envoyé une vidéo où il y avait effectivement un split qui se faisait. Alors je sais pas si c'était exactement pareil ou non, mais il y avait une idée et il nous disait voilà, il fallait travailler sur cet enchaînement-là. Donc chacun avait à peu près ce qu'il devait faire à l'épée et on savait en fait à quel moment Alex passait. Et je crois que moi, pour mon combat, je l'ai révisé, j'ai dû faire 10 minutes avant avec des panneaux. Il y avait 2 ou 3 avec moi, et en fait, que ce soit à main nue ou avec l'arme, c'était les mêmes. Donc en fait, on a pu vraiment travailler ensemble cette partie-là. Could I watch in my
c'est une scène où on doit traverser toute une armée de panneaux et donc c'est pas forcément simple parce que les gestes doivent être précis puisque mine de rien c'est quand même une scène armée donc il faut quand même faire voilà, enfin il y a des trucs qui sont un petit peu délicats donc il faut que tout le monde soit bien en place et c'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ce qui a dû être le plus compliqué c'est de synchroniser les deux parties, qu'elles soient exactement à la même vitesse les deux et que ça termine au même moment. Et effectivement c'est quasiment impossible à faire. Donc pour synchroniser ça, c'est du keyframe After Effects. On peut, avec des keyframes, accélérer ou décélérer une partie ou l'autre pour la synchroniser. Par contre, ce qui était difficile, c'est que la caméra qui allait suivre les personnages à gauche et la caméra qui allait suivre les personnages à droite doit commencer avec le même cadre au début, sinon ça ne marchait pas. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je démarrais, j'avais des marques au sol et j'avais des marques dans ma tête. Je me disais le coin supérieur droit, il est à telle branche de tel arbre. Le coin inférieur gauche, il est à côté de la fontaine. Action! Et je suis à telle focale, et je suis là. Et à chaque fois, je me remettais au même endroit en refaisant mon cadre, à peu près évidemment. C'est impossible d'être... parce que vu la hauteur n'est jamais exactement la même, j'avais la caméra à la main, je suis pas une machine. Action! Donc, c'était jamais exactement les mêmes. Mais j'ai réussi à peu près, d'avoir le même cadre, ce qui permet d'avoir l'illusion au départ que c'est la même image qui se sépare en deux. Alors que c'est pas la même image, c'est une image composée de deux parties. Ce qui est amusant, c'est que certains m'ont demandé comment vous avez fait pour effacer les caméras. J'ai mis un peu de temps à comprendre, et là j'ai compris que les gens pensaient qu'on tournait à deux caméras simultanément, et que c'était la même action qui se passe, alors que pas du tout, c'est tourné évidemment séparément, une fois après l'autre. Et c'était dur même le jour du tournage parce qu'il fallait être raccord, il fallait être bon à chaque moment. Et ils ont fait inlassablement les prises des dizaines de fois avec toujours la même énergie, donc les comédiens dans les costumes plus les panneaux, ce qui était absolument épuisant, mais essentiel pour la réussite de la scène. À chaque prise, et faire exactement les mêmes mouvements, à faire exactement... faire les bons mouvements, et c'était très dur. Et à la fin, ce qui était extrêmement difficile également, c'est de terminer deux fois le mouvement au même endroit, avec la même position des personnages. Ça, c'était tellement complexe et tellement difficile que finalement, je ne suis pas vraiment arrivé. C'est pour ça qu'à la fin, il y a une espèce d'accéléré qui fait whoop, avec un petit effet de flou, pour que les deux parties se rejoignent d'une manière un peu fluide. Mais c'était pas aussi fluide que ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu que ce soit très lent et que ça arrive, et tac, et que le truc s'en aille et que ça se recolle. C'est d'autant plus impressionnant qu'il n'y a pas de trucage. C'est de la vraie chorégraphie à l'ancienne, et qu'il faut le revoir plusieurs fois, parce que les gens n'arrivent à voir qu'un seul personnage qui se bat. 1, 2, 3 Coupé, merci. Et on a eu un drame ce jour-là. C'est même pas devant les caméras, on répète avec Joub qui m'envoie une cacahuète à 0 mètre. En plus, je fais le panneau, donc je suis comme ça. Donc au niveau de la garde et au niveau de la protection, 0. Donc je suis comme ça en train de faire panneau et bam, une bonne droite et il me torche le nez, mais quelque chose de bien, quoi. Donc voilà, je sais plus si je tombe ou quoi, mais sur le coup, je fais ouais, mais où suis-je Et puis bon, je pense que mon nez a commencé à gonfler et à se déformer vu la tronche que tout le monde faisait autour. Un petit peu comme ça. Tu vois ? Oui. Ah oui. Comme d'habitude, moi j'attendais, on va dire un peu en extérieur du tournage avec la maquilleuse, avec éventuellement François, et on a vu arriver Jean-Marc avec le sang qui pissait des deux narines. C'était assez impressionnant. Bon, on n'avait pas de miroir à ce moment-là, donc je me voyais pas vraiment. Ensuite, peu de temps après, finalement, j'avais pas de problème ni d'élocution, ni de respiration. Et donc, voilà, cocard dans la tronche. Je sais pas, je me suis pas encore vu, donc je sais pas ce que ça donne pour l'instant. Et donc voilà, le jour même, je suis allé aux urgences, qui m'ont fait une radio et qui m'ont dit que le nez était cassé. Donc, Oui, c'était une fracture non déplacée, je me rappelle. Ça devait être extrêmement douloureux, il a rien dit du tout. Il a fait aucun reproche à personne. Voilà, ça arrive, c'est bon. Je suis vraiment désolé, Jean-Marc, excuse-moi. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Dès que tu sens que la flotte est trop chaude, je remplace par une flotte plus froide, ok ? Putain. Oh putain. Oh la vache. T'en as ramassé une belle, hein, putain. Voilà, je suis allé ensuite à une pharmacie, me semble-t-il, prendre acheter des produits quelconques.
Et puis, par la suite, je suis allé donc me faire opérer pour me faire redresser le nez, quoi. Voilà. Et même après, il ne nous s'est même pas plaint qu'il avait le nez cassé, on l'a appris par hasard. C'est-à-dire qu'il n'est même pas venu nous voir en disant hey, « vous vous rendez compte, j'avais le nez cassé hein. ». Donc voilà, Jean-Marc dans toute sa puissance. Rien, visiblement au niveau de la distance avec Joub, on était trop près. Et puis il faut dire que notre ami manque de contrôle, n'est-ce pas? Oui. Bon bah salut la compagnie, on part de l'autre côté, non? Là j'ai franchement je suis super content. Ouais j'ai pris cher mais je m'en fiche, au moins j'ai rien pourri donc c'est le principal. Alors t'as la cagoule, ouais. Tu le mets comme ça. Quand il arrive. Puis avec le casque, le double. Plus la cagoule derrière. Voilà, le sonar personnel. Le métier de panou est dur aussi, hein, surtout sur les graviers à la fin là. Vous comprenez maintenant? Oui. Merci, j'ai été promu grâce à vous. Franchement, je félicite le gars qui a changé les visières. Parce qu'avant on voyait rien et maintenant on voit super bien à l'intérieur, c'est vraiment nickel. Et sinon, non, franchement très bonne ambiance de groupe au moins, on rigole bien et on s'amuse quoi, et quand on a mal c'est pas grave. On s'est bien marré, on est bien tombé, on s'est bien fait défoncer la tête par les France Five. Alors aujourd'hui j'ai appris plein de choses. J'ai appris à bouger Sentai, j'ai appris à me battre Sentai, j'ai appris à manier l'épée, j'ai appris plein de choses. C'était un petit peu dur, mais j'ai appris à être charismatique aussi, c'est pas facile. Mais il a la super classe maintenant les filles. Alors aujourd'hui j'ai fait ça. Ah merci. Et ça sert à pas avoir de poussière sur le machin. Ouais, voilà, comme ça. Ah Donc on avait tourné la première partie de la scène de l'exécution du professeur Burgonde en début juillet, et 2 mois plus tard, on allait tourner l'autre partie de cette scène, c'est-à-dire le contre-champ, toutes les parties où on voit les ennemis, donc les Lexos, qui n'avaient pas été tournés à l'époque. Souvenez-vous, on avait tourné uniquement la partie avec les héros et les panou-panou. Donc là, on y retourne 2 mois plus tard, le 4 septembre exactement 2005, pour tourner la suite. Ce tournage, ça faisait partie vraiment de ces tournages bien pensés, où on avait essayé d'organiser le mieux possible à l'avance, avec autorisation de tournage dans le parc où on était, ce qu'on ne faisait jamais avant. Pour moi, c'était important parce qu'effectivement, c'était une des premières scènes que j'avais véritablement en extérieur, avec un peu plus qu'une petite apparition de « Go the boss, the boss, le mal est présent, le mal est grand ». Tu te balances pas, d'accord? Tu restes stable sur le dos. Ok, pour moi c'est bon. C'est aussi dans cette scène que Zakharal a cette fameuse phrase sur la bêtise des France Five. Non, vraiment personne. Personne ne vous attendait, les France Five. Il n'existe décidément pas de héros plus prévisible et suicidaire dans tout l'univers. On parlait de cette scène où les France Five viennent les sauver et Zakharal s'y attendait. Et Alex me dit, non mais je me souviens, Alex, il s'est pas énervé, mais il s'est dit non mais bon, je sais que dans les Sentai les héros sont idiots, mais quand même là ça va se voir et tout. Je dis mais alors j'ai pris des exemples, je dis mais non regarde tel Sentai, il fait ouais mais ils sont vraiment idiots ces héros de Sentai quoi. Je dis ouais bah tiens c'est vrai ça et du coup on a écrit ça justement, c'est un espèce d'hommage quoi, parce que c'est vrai. Et puis il n'y a pas que les héros de Sentai, dans n'importe quel film il y a toujours des clichés un peu comme ça, et on s'est dit que ça serait marrant de mettre ça et puis ça passait bien parce que Jean l'a bien tourné donc. Et pour être tout à fait exact et précis, il y a toute une partie de l'écriture pour ce qui me concerne qui a été réalisée en dehors de ces séances, c'est-à-dire que j'essaie de travailler un petit peu de mon côté
Moi j'ai un souvenir assez précis en fait, ça a l'air amusant, mais un jour je revenais de la librairie Gibert, je rentrais à pied chez moi et j'ai eu plein de bonnes idées pour l'écriture. Là, pendant une demi-heure à pied, j'ai réfléchi, je suis rentré chez moi, j'ai mis ça sur un bout de papier et comme on avait une séance quelques heures après avec les autres, c'était super. À défaut de me surprendre, amusez-moi une dernière fois. Allez. 1, 2, 3. Et faut bien voir qu'avec David et Greg, c'était toujours un petit peu la compétition à celui qui aurait la meilleure petite idée, la petite fulgurance qui fait la différence. Et c'était réellement une saine émulation entre nous, c'est pour ça que je pense que le résultat est plutôt pas mal. Donc il y a de la vie, l'espoir fait vivre. Alors tu peux arrêter d'espérer. Go! Je m'en souviens, Alex disait beaucoup, oui, nous allons mettre des capes. Oui, parce qu'on a quand même une scène avec Red Fromage qui dit à Catherine... Bien sûr, il n'est pas question de foncer et de baisser dans ce piège. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met une cape. Voilà, c'était le plan des France 5. C'était de mettre une cape. Voilà, parce que ça le faisait beaucoup rire en se disant... Parce qu'en plus, c'est vrai que le jour du tournage, c'était ridicule. Margarine avec une cape, tout le monde la reconnaît, mais c'est comme ça dans les films, quand tu mets une cape, personne te reconnaît. Voilà, c'est comme ça. Donc il nous restait une grande scène extérieure à tourner, c'était la scène de combat entre les France 4 et les 4 généraux Lexos. On savait qu'on ne pouvait pas tourner l'hiver à cause du mauvais temps, à cause du froid et aussi de la lumière qui est différente de la lumière d'été. Et nous, pour du Sentai, on a envie que ce soit bien clinquant, que ce soit sous le soleil. Il nous restait un week-end pour tourner, début octobre. Et là, j'ai regardé la météo et... T'as vu la météo? Ouais, j'ai regardé météo.fr, apparemment c'est pas super top pour ce week-end. Orage samedi, mauvais temps dimanche. Ouais. On n'avait pas pu boucler le tournage des généraux. Il nous manquait, je crois, quelques scènes avec des power-up et ce genre de choses. Donc, je pars la semaine prochaine au Japon, je rentre le 28. Tu me disais que pour Tiana et Lohan, il y avait des problèmes. Le problème c'est que voilà, c'est plutôt chaud, c'est-à-dire que eux ils se sont libérés juste pour ce week-end. Pour le reste du mois, toi t'es pas là, et en octobre, eux, ils commencent à avoir leur démonstration de kung-fu. Et c'était vraiment la catastrophe parce que ça veut dire que le tournage était tout de suite repoussé à printemps-été, donc 5-6 mois plus tard. Déjà, ça nous mettait extrêmement en retard sur le planning parce qu'on voulait sortir justement le film vers ces eaux-là. On savait pas à l'époque que ça prendrait encore des années, mais ça m'avait fait, je me souviens, un coup au moral. Donc, comme on peut pas tourner les combats des généraux, ça veut dire que soit on arrive à le recaler ce tournage en octobre, mais ça va être très difficile parce que la doublure de Yellow et la doublure de Pink seront pas disponibles, donc on ne sait pas trop comment on va faire. Donc peut-être qu'on va devoir tourner la fin de France 5 l'année prochaine, en printemps 2006. Donc à cause d'un mauvais temps, un week-end, là on prend 6 mois dans la vue, Donc je suis pas super content, Eh bien nous sommes le 5, puisque nous sommes en pleine réunion France 5, donc nous sommes le 5. Le 5 de quel mois? Du mois numéro 5. Non. C'est la cata. En fait, on a un petit problème. Comme je vous le disais quelques secondes auparavant, ça fait un mois qu'on n'a rien fait. On n'a rien tourné depuis presque au début septembre. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Mais de toute façon, on a toujours fait France 5 et au milieu, il y a toujours des gens. On a toujours eu un passage à vide au milieu où les gens sont plus démotivés parce qu'on n'a rien à montrer et les trucs sont pas faits. Et voilà. En fait, c'est ça le gros problème et c'est ça le gros changement, c'est que les gens sont motivés. C'est juste qu'ils flottent et il y a des gens qui partent au Japon. Si c'était vraiment motivé, ils tourneraient sous la flotte. Et puis ça, il y a toujours eu des gens qui partaient au Japon, en particulier au mauvais moment. Salaud de gens qui partent au Japon. Comme nous sommes donc au mois d'octobre, que le temps est gris et qu'il n'y a pas de soleil, forcément les tournages en extérieur, pour la plupart, on va devoir les reporter au printemps qui arrive. Donc ça veut dire pour les extérieurs, on va avoir quelque chose comme 5 mois à attendre avant de pouvoir recommencer à tourner. On aura des plans séparés de 5 mois et j'ai très peur pour les coupes de cheveux. Moi j'essaie de gérer ça. Comme il peut, il a un Polaroid, tu sais, avec son miroir. Donc que faire pour s'occuper en attendant que les beaux jours reviennent? On s'est entraîné. Connard. Vous arrivez devant moi.
Et surtout, on a travaillé les chorégraphies avec les deux Greg et Jean-Marc en général, qui venaient, parfois d'autres personnes aussi. Et puis on cherchait des patterns, des schémas de combat. Ici Yellow, il y a Agony qui se trouve là sur la caméra. Un coup avec sa hache, bam, il a fait taper au sol, et le bam, 2, et bam, 3. Donc moi je filmais ça et j'envoyais un pré-montage à toute l'équipe de France 5 qui pouvait ainsi avoir une idée précise des chorégraphies qu'on allait faire des mois plus tard. Voilà, et l'hiver est arrivé. Je les entends. Vas-y, crache, bave. On s'entraîne. Écoute, il est presque minuit et il est en train de m'aveugler. On est en train de répéter, de créer des patterns de combat. Parce qu'il y a Black qui frappe sur le doigt. Et tu te retournes, je te dis ça. Le relève de bout, tu récupères son arme. Encore un coup armé de le doigt. Un coup ici. La scène finale, qui se passait dans le 15e, derrière la Statue de la Liberté. Je me souviens qu'il faisait beau, c'était assez agréable. Daniel était arrivé à pied puisqu'il habitait pas loin. Je me souviens que c'était un tournage... Enfin, c'était la scène finale et peut-être qu'on prenait conscience à ce moment-là que France 5 c'était fini, même s'il y avait d'autres choses à tourner derrière. Et il y avait pas mal d'émotions en fait. C'était aussi la dernière scène, le dernier tournage pour tous les acteurs en civil, puisque ce qui restait à tourner ensuite, c'était uniquement des combats avec des cascadeurs en costume. On savait que voilà, on tournait pour la dernière fois avec tous ces gens-là, donc ça aussi, ça me faisait une ambiance particulière sur le tournage. On avait l'impression d'être arrivé au bout du projet. C'est vrai qu'il y a, de mon côté en tout cas, il y a eu un petit serment au cœur en disant ça y est, on a fini. Enfin voilà, on arrive au point final, on arrive à la conclusion. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et ça touche à sa fin. Je trouvais ça un peu triste parce que comme j'étais arrivée assez tardivement dans l'équipe, j'avais rencontré pas mal de gens que j'aimais beaucoup, que j'appréciais. Moi j'ai toujours apprécié les tournages de France 5, j'ai toujours apprécié l'ambiance, la manière dont ça se faisait, qui était à la fois toujours dans la bonne humeur la plupart du temps et en même temps avec quand même une volonté de faire les choses bien, ce qui est assez appréciable en mode amateur, court-métrage, voilà. On aime bien, enfin moi j'aime bien quand c'est quand même soigné. 7 ans plus tard, on en parle encore, donc ça va. On est toujours concerné par le projet, mais il y avait ce petit moment un peu intense où on se dit ça y est, on a finalement réussi à tourner cet épisode 5 et à aller jusqu'au bout de ce qui n'était pas gagné au départ. Avant le tournage, Fred a réuni un peu tout le monde sur les marches des escaliers et il les a préparés. Il leur a parlé longtemps, il leur a demandé de fermer les yeux, de se concentrer, il a essayé de leur imprégner un peu l'émotion qu'il devait mettre dans cette scène. Et c'est vrai que c'était une scène pas facile, qui évidemment si elle était ratée, ça terminait l'épisode sur une fausse note. Donc on voulait vraiment pas se louper, on était même prêt, si c'était raté, à retourner une deuxième fois. J'avais vu Aurélie Maurice, qui joue le rôle de Sophie extasiée juste avant, et on avait répété sa scène dans le parc, pas très loin d'André Citroën, et on avait travaillé ce texte à l'avance parce qu'elle était un peu stressée, c'était pas une scène forcément facile. C'est encore un de ces petits moments agréables d'être sur un tournage amateur avec des gens costumés. Et puis, quand même, un bon paquet de touristes qui se baladent parce qu'on était au pied de la réplique de la Statue de la Liberté, qui est donc au milieu de la Seine, dans le 16e arrondissement. Des promeneurs qui venaient voir ce qu'on faisait alors qu'on voulait
qui soit pas dans le champ. C'est très difficile de tourner avec toujours des gens dans le fond. Des gens qui venaient boire de la bière à côté de tout. Je considère que ces gens-là ont tout autant le droit que nous d'être là. Hein. Nous, on tourne comme ça notre film amateur, et eux, ils ont tout à fait le droit aussi de profiter de l'espace. Donc, c'est compliqué de dire, non, vous allez-vous-en, c'est notre place. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, sur certains plans, je demandais un petit service. Je disais, s'il vous plaît, si vous pouvez vous asseoir un peu plus par là, ce serait parfait. Parfois, certaines personnes n'étaient pas d'accord. Tu dis, non, je reste là. Et puis, voilà, il n'y a pas de problème. On s'arrangeait pour tourner autrement. Donc, j'essayais souvent de tourner un peu en contre-plongée pour qu'on voit pas trop que voilà, c'était blindé de monde derrière nous. Je suis en train de préparer le costume de Pink. C'est assez dangereux parce que quand ça le spandex, ça ne brûle pas bien. Soit ça s'enflamme très vite, soit ça ne s'enflamme pas du tout. Je trouve que l'idée d'avoir nos combinaisons toutes déchirées autour de nous, mais qui a eu cette idée? Parce que, tu sais, sur le coup, c'est peut-être une super idée, mais alors là, je trouve que là, il y a un truc qui me... J'essaie de revenir sérieux, là, attends, laisse-moi redevenir sérieux. Quand on est tous les France 4 en civil en train de constater que Red n'est pas de retour sur Terre. Comment est-ce qu'on sort de l'eau en octobre? On sort pas de l'eau, on sort de l'eau en costume, on sort de l'eau en civil. Ce qu'on peut faire, c'est rejoindre l'idée des costumes avec des trous déchirés machin, avec l'idée de Daniel des costumes qui se pètent en énergie, où bon, ils arrivent avec leurs costumes déchirés avec des trous, mais ils tiennent plus le coup, ils sont en état et ils explosent un peu sur eux. Non mais à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est ils arrivent avec le costume à moitié déchiré sur eux, et c'est hyper symbolique, ils sortent, ils l'arrachent comme ça, tu vois, comme le placenta d'un jeune veau qui vient de naître, c'est la deuxième naissance. Tu vois ce que je veux dire? Te marre pas, toi! Te marre! Mais non, mais putain, il y a la symbolique! Il savait mieux, quelque part, non? Putain, l'avenir me dirait que j'avais raison, tu vas voir. Merde, mais putain, personne n'a vu des accouchements de vaches? C'est vachement émouvant! Au tout départ, quand on a tourné la scène, elle devait comprendre du son et des dialogues. Les dialogues ont été écrits et ils ont été joués sur place. J'ai capté leur signal de détresse. D'après les derniers calculs de cet appareil, le point d'impact sera... Et c'est uniquement au montage que j'ai décidé de retirer, en fait, toute la bande sonore et de garder que la musique. Donc il n'y a ni bruitage, ni voix. En fait, je pensais que les comédiens allaient m'en vouloir un peu parce qu'ils se sont donnés tous beaucoup de mal pour cette scène. Viens, Sophie, c'est terminé. Non, il m'avait promis. Il m'avait promis. Allez, viens. Mais sur le moment, au montage, je me suis dit que, vu ce qui se passait avant, vu l'ambiance dans laquelle on était, et juste avant le générique de fin, la scène aurait peut-être plus de force encore si on n'avait pas les dialogues. J'arrive juste à temps, on dirait. Enfin, on comprend tout ce qui se passe, même sans avoir les voix des personnages. Donc, c'est un choix que j'ai fait, et curieusement, aucun des comédiens m'en a voulu. Pourquoi Antoine n'est pas avec vous? Pourquoi il n'est pas là? Un plan qui était compliqué à régler, c'était le plan final, parce que je devais le filmer de très très loin. Donc, j'étais peut-être à 800 mètres ou 1 kilomètre des comédiens, donc sur l'autre berge de la Seine. J'étais avec Guillaume avec moi qui m'aidait. Il avait un téléphone portable. Donc, quand je disais action, Guillaume, dans son téléphone, appelait Cyril Lambin et disait action aux comédiens qui étaient sur l'île. Une dernière. Et donc, on pouvait commencer la scène, et puis moi, je faisais un zoom lent, qui s'éloigne, et qui prend ensuite la scène dans son ensemble. Je me souviens, après la projection de France 5-6, je suis allé voir Fred, qui a dirigé les comédiens sur l'épisode, et en particulier sur cette scène, et je l'ai félicité, je lui ai dit, voilà, regarde, c'est vraiment super, t'as réussi quand même un truc incroyable dans cette scène, parce qui aurait cru qu'on aurait pu faire une scène comme ça quand on voit France 5-1. Et il était aussi très touché par cette scène, et il a dit quelque chose que je n'ai pas oublié, il m'a dit, dans cette scène, ils sont tous beaux. Et oui, dans cette scène, tout le monde est une certaine de beauté qui se dégage, avec l'émotion qu'il y a, la lumière, le lieu, tout. Il y a aussi ce grain, ce grain très dévé, voilà, que j'aime bien, qui fait début des années 2000. Voilà, c'est une scène particulière pour nous. Sur les 4 premiers épisodes, il y avait un élément sur lequel on n'était vraiment pas du tout satisfait. C'était la représentation du château Lexos. Le premier château Lexos, c'était un petit photoshopping un peu minable. Le deuxième, je crois, le deuxième et le troisième, c'était des dessins. C'était déjà un peu mieux, mais c'était pas encore ce qu'on imaginait.
Donc non seulement on voulait redesigner entièrement le château Lexos, mais on voulait aussi qu'il soit capable de voler au-dessus de Paris. Donc c'est David qui s'occupait du design. Il arrivait avec un dessin magnifique et très détaillé. Moi, ma référence à l'époque, c'était la forteresse des Cerex dans XOR. Et pour les Lexos, j'avais envie que ça soit un gros truc vraiment bien impressionnant, où tu sentes que c'est un vaisseau mère et qu'il y a plein de petits trucs qui peuvent se décrocher. Et j'avais envie que ce soit une espèce de parasite aussi, une espèce de tic. C'est pour ça que j'avais fait une vrille en dessous et puis des petites pinces pour se cramponner à la terre et, je sais pas, vampiriser l'énergie terrestre et tout ça. Et donc, il s'est posé la question de comment réaliser cela. Donc, il y a deux solutions, soit la maquette, soit les effets spéciaux, la 3D. Il se trouve qu'en 2005, dans l'équipe, on n'avait personne capable de faire quelque chose en 3D d'aussi complexe et qui soit joli à l'image. Donc, du coup, on a demandé à notre ami Natsusaka, qui avait déjà fait le petit vaisseau Lexos dans l'épisode 4, on lui a dit « Est-ce que tu serais capable de faire ça ?» Il a vu le truc, il a fait « Ok, il y en a pour des semaines, des mois de boulot, mais ouais, je vais le faire. » Et donc du coup, dans son atelier, petit à petit, point par point, il a fait chaque petite pièce de la forteresse, il les a assemblées, il l'a peinte, et ça a donné un objet absolument incroyable, hyper détaillé. Vraiment, j'étais scié quand j'ai vu le résultat. Ça c'est prototype, comme ça. J'ai fait un moule en silicone. Et puis, je versais en résine. Et comme ça. Et ça fait comme ça. Voilà. Et puis, ça sera en transparent. Et transparent, mais un peu comme violet. En fait, je sais pas comment il a réussi à retranscrire ça justement parce que j'avais fait un seul dessin, une seule vue. Et c'était quand même assez brouillon. Les recherches design qu'on faisait à ce moment-là, c'était voilà, on faisait ça vite fait au crayon. Et c'est vrai que quand tu vois comment il a interprété le truc et compris exactement toutes les petites attaches que j'avais suggérées, les petits pics et tout, il a sublimé le truc, quoi. Tu vois que c'est un vrai pro. 初めてデザイン見た時にすごい作るのが難しいと思った。それはディティールがねすごく細かいしすごい細かいんだけどでもナベットのサイズがこれだからこのシャトーはすごく大きい。ね、でそのすごく大きいからこういう細かい部分をしっかり作らないとその大きさが出ない。撮影する時に、下から撮れば大きく見えるけどもディティールがしっかりできてないとどうしてもおもちゃっぽくなっちゃう。別のパーツを作って埋めてやらなきゃいけない。そういうのを、別にデザインをしてこういうパーツを新しく考えて、デッサンだときっちり詰まってるけどもこのパーツを作ってコピーしてもこの隙間が空いちゃう、ね、これが型をね何回も取ってるお菓子のガトーの入れ物これにまずレジンを流してでレジンに彫刻をしてでその後にこういうふうに中にデタイルを作る。で、今は黒イボリだけどこれが、トランスパフォンになる。そうするとこのデタイルがはっきり見える。Ça c'est machine pour débrûler。日本で買った日本から持ってきました。これ100キロある機械を。Tiens, tiens, tiens. Tadam, comme ça. Ok. Mais restait encore le problème de comment filmer cette maquette. Alors j'avais pas mal d'expérience de mouvement de maquette avec des fils de nylon. C'est très très difficile d'obtenir un beau mouvement avec les fils. La maquette se balade dans tous les sens et elle n'a pas une trajectoire très jolie quand on utilise le fil de nylon. Donc, et en plus on voulait qu'elle tourne sur elle-même
cette forteresse. Donc du coup, là, je me suis souvenu des bons vieux trucs de Monsieur Peter Jackson. J'avais vu dans le making-of de Bad Taste que pour la maison qui s'envole dans l'espace à la fin, il avait simplement posé la maquette de la maison sur un tourne-disque et il a fait tourner le disque et il a filmé ça. Je me dis mais c'est génial. Effectivement, une platine vinyle, ça tourne de manière régulière. On peut attacher quelque chose dessus, c'est fabuleux. Donc j'ai expliqué mon idée à Monsieur Natsusaka qui m'a dit ok, je vais préparer une petite tige, un petit truc pour qu'on puisse attacher la forteresse sur une platine vinyle. Et on s'est installé dans un parc, dans le parc de Vincennes. On a mis la forteresse sur sa tige, sur la platine, et on a commencé à faire les plans. C'était pas si évident que ça, je pensais que ça allait être simple, mais c'était pas si évident parce que c'était dur de tourner lentement la platine, très lentement et de manière régulière, car pour que l'objet soit empreint de gigantisme et donne cette impression d'énorme forteresse volante, il fallait que ça aille très lentement. Dès que ça allait trop vite, ça faisait vraiment maquette. Donc déjà, on allait le plus lentement possible, et après au montage, j'ai encore ralenti le mouvement. On a fait des plans vidéo, de bas, des gros plans, et quand j'étais en train de filmer les gros plans, je me souviens parfaitement de la sensation d'excitation et de joie que j'avais de filmer ce bel objet, et je faisais mes mouvements de caméra et je me disais mais quelle chance j'ai de pouvoir faire ces plans, et je voulais plus partir du parc, j'en refaisais encore tellement c'était agréable. Mais j'étais bien content après au montage d'avoir pas mal de choix, pas mal d'angles pour la forteresse. Donc ensuite au montage, il a suffi de rajouter les effets spéciaux qu'il fallait pour donner l'impression que la forteresse était en plein vol. On est en novembre 2005 et comme il fait moche dehors, c'est l'hiver, on décide de tourner des scènes en intérieur et là il s'agissait du QG d'Elexos. Donc le QG d'Elexos, c'est une scène qu'on a l'habitude de faire, il y en a un par épisode de France 5. Au début c'était vraiment bizarre, on tournait dans la bandothèque de Game One, donc avec des lumières orange. À partir de l'épisode 2, on a tourné en studio, et c'est là qu'on a rajouté, c'est Pierre qui a rajouté le ciel en effets spéciaux, cette espèce de ciel violet au-dessus des personnages, qui donne un côté QG un petit peu cosmique, encore je pense une influence de XOR. Donc pour cet épisode final, il n'y a pas de changement particulier en fait, c'est le même QG que d'habitude. On avait Glou qui trônait là sur son truc en plastique d'un côté et nous au garde à vous de l'autre. C'était première expérience en fond vert qui n'était pas des fonds verts et je crois qu'il y en a qui ont... Il y en a un qui a dû vraiment kiffer d'épurer tout ça. Gorlock veut briser leurs os, mais les garder en vie. J'aime beaucoup la scène où on découvre tous les généraux. Parce que c'est ça qui est génial dans un dessin animé ou dans un film ou quoi, c'est quand tu découvres la galerie de personnages, quand tu vois les nouveaux arriver, que tu dis « Oh là là, lui, ça doit pas être un rigolo et tout ». Bonne idée. Leur viande aura un meilleur goût. Et comme d'habitude, Fred a décidé de faire répéter les acteurs, évidemment. Donc longue séance de répétition à GameProd, à l'endroit même d'ailleurs où on tournera cette scène. Glou regarde les images, rieur, puis se tourne vers Zakaral. Ah, mon fils. Tu t'amusais encore avec ce misérable humain? Non. Comment ça, non? Tu m'appelles misérable. C'est pas misérable humain, c'est misérable. Ok, d'accord. Je pensais vous faire venir afin de régler au plus vite les détails habituels de soumission des peuples inférieurs. Mais ce que je vais vous proposer risque de s'avérer beaucoup plus intéressant et sportif. Ce sera la chasse aux héros. À votre service, maître. Tu ne crois pas si bien dire, virgule, mon fils. David, fais Mais non, je déconne. Mais non. Je prends mes affaires et je me calme. Mais pas du tout. Bon alors fais-le sérieusement. Pour les Lexos, c'est pas forcément une scène facile, parce que les dialogues sont assez compliqués, les phrases sont pas forcément évidentes. Souvent c'est le travail de Jean qui cisèle les dialogues des méchants, et il a un style particulier, en tout cas il essaye d'imprégner un style vraiment spécial et caractéristique dans les dialogues, surtout des méchants. Le vice, la méchanceté, mais aussi la ruse et l'intelligence. Et profite de ma générosité. Elle n'est que trop rare. C'est ça qu'on essaie de faire ressortir dans le personnage de Zakaral. Et je dois reconnaître qu'en plus, Matt, qui joue le rôle de Zakaral, a l'air de s'amuser comme un petit fou. D'abord, Senpukai, c'est des super souvenirs à titre personnel.
ça, premièrement. Deuxièmement, Sankukai, c'est très bien écrit. Je veux dire, c'est ce qui fait que je peux regarder aujourd'hui Sankukai à nouveau, c'est la qualité des dialogues, et notamment les dialogues des méchants, tout spécifiquement ceux de Golem 13, sont particulièrement ciselés, c'est magnifique, et depuis le début de France 5, j'ai essayé de m'inspirer, dans la mesure du possible, de Sankukai. Que comptes-tu faire pour débarrasser le tableau de ma victoire de ces quelques insectes? C'est super impressionnant parce que quand t'as pas l'habitude déjà de parler à la caméra, parce que t'as l'habitude d'avoir un masque de panou, donc d'être juste expressif des bras, quoi. Donc on te dit, t'as Dico en plus qui est là en train de te dire non, il faut pas faire comme ça, c'est comme ça. Non, ça c'est mal, il faut faire comme ça. Là, tu te dis c'est bon, là, il va me tuer, au bout d'un moment il va en avoir marre. Et non, en fait, il est super patient et ouais. C'est grâce à lui que je pense le jeu d'acteur est venu. Bon, il y en a, c'est naturel pour eux. Rudy, par exemple, en cuisinier démoniaque, je veux dire. On a l'impression que c'est le rôle de sa vie, quoi, quand même. Hein. Action. Corlock, arrête de jouer avec la nourriture. Aujourd'hui, on a décidé de filmer l'humiliation d'un acteur. Ça a pris contexte, David. Alors il est juste 13h, on avait rendez-vous à 10h, on devait commencer à tourner à 11h, on a déjà 2 heures de retard. Ben, on a tout le monde là. Debout s'il vous plaît, je vais vous monter. T'es pas net, pousse-toi Joe. Envoyez-moi le truc. Ah non, est-ce que quelqu'un peut me tenir ça? Ah bon. On va le remettre. Alors. J'ai maquillé tout le monde, mais moi j'ai même pas le temps de mettre du fond de teint ce matin. J'ai juste eu le temps de prendre une douche et de me laver les cheveux. On est un jour férié, merde. C'est clair. L'avantage d'un moniteur, c'est de pouvoir regarder exactement le cadre choisi par le réalisateur, de voir exactement qui sont les acteurs à l'écran et pouvoir crier sur les bons acteurs et pas embêter des gens qui sont moins importants ou moins visibles. Voilà. Quand on tourne le QG des méchants, on est d'accord, il y a un champ contre champ, Zakharal face à Glue Manchu. Seulement nous, on n'a que 2 murs avec des draps noirs dessus. On a scotché des draps noirs sur 2 murs, mais pas plus. Tout le reste, c'est l'équipe technique. Donc du coup, il faut ruser. On tourne d'abord tout le champ d'un côté, ensuite on tourne absolument toute la disposition de la pièce, on met le trône à l'envers, toutes les lumières dans l'autre sens, et on tourne le contre-champ. Donc au niveau de la journée de tournage, c'est très compliqué parce qu'on fait la scène entièrement une fois, et ensuite on retourne tout le décor et on la fait à nouveau entièrement une seconde fois. Et quand on arrive en fin de journée, on sent que tout le monde commence à être un peu fatigué. C'est des tournages qui demandent beaucoup de discipline, je crois, pour toute l'équipe, parce que c'est un espace quand même qui est relativement petit, et donc quand on tourne, il faut un silence total, sous peine de se faire engueuler par Fred. Donc on était vraiment très à l'écoute de ce qui se passait sur le plateau, il fallait être prêt tout de suite parce qu'il y a du mal à circuler, donc il faut vraiment s'adapter au lieu. Il fait chaud assez vite avec les projecteurs. Et en plus, ce jour-là, on avait décidé de tourner un petit message de remerciement parce qu'on venait de gagner une médaille à Digital Stadium. C'était une émission sur la NHK qui récompensait les meilleures créations amateurs, on va dire, ou en tout cas indépendantes. Et on avait eu un prix. Alors du coup, ils nous avaient demandé faites-nous un petit message de remerciement. Je me suis dit l'occasion est trop belle, j'ai tous les méchants de France 5 là, on va tourner un truc en situation réelle. Père, j'ai reçu une offrande de terriens tokyoïtes. Le premier prix nous appartiendra. Bokutachi, France 5, Gambaruzo! France 5 の皆さん、アワードへのメッセージ merci! Alex, est-ce qu'on a encore des plans de glue de face? Non. D'accord. Ce qui était rigolo aussi, c'est que pour toute la partie où on faisait le contre-champ, c'est-à-dire on ne voyait que le bras de Glue Manchu, et en face on voyait Zakharal, Glue il était face à une mandarine qui lui explosait les yeux, donc du coup il s'est affublé d'une paire de lunettes de soleil pour moins souffrir, et ça faisait quand même un drôle de look, Glue Manchu avec des lunettes de soleil.
Oh, il est exactement 22h25 et effectivement on est en train de ranger parce qu'on a filmé toute la journée le QG des méchants et on a eu gentiment la permission de garder quand même un pan de mur ici sur toile noire histoire de pouvoir utiliser ce local un peu plus tard, enfin une autre fois. Voilà, donc on range. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi passer, j'ai beaucoup de travail. Burgonde! Ouais! Toi et moi! Ouais! Dans le ring! Ouais! Paris 2006! Les Nextos ont ta peau! Ah